27% de toutes les fortunes offshore, c'est-à-dire toutes les fortunes gérées en dehors de leur lieu d'origine, 27% sont gérées en Suisse ou par des banquiers suisses. Autrement dit, comme paradis fiscal, c'est de très loin le paradis fiscal le plus puissant de la planète. Mais aujourd'hui, cette puissance financière qui s'affiche ostensiblement autour du lac de Genève est en danger de mort. À cause d'une banque, UBS, la première banque mondiale de gestion de fortune privée. UBS est soupçonnée d'avoir mis en place en France un système d'évasion fiscale sophistiqué. En l'exportant aux États-Unis, elle a provoqué une guerre économique dont la Suisse et son secret bancaire vont faire les frais. UBS a reconnu devant le tribunal avoir commis un acte illicite et admis durant le procès qu'elle avait, je cite, participé à un système visant à frauder les États-Unis et son agence, l'IRS. Le scandale est énorme. L'importance des sommes détournées colossale. Les États-Unis décident de déclencher une guerre meurtrière contre ce minuscule pays qui, depuis des siècles, à l'abri de son secret bancaire, s'enrichit de l'argent des autres. La Suisse panique. Une trahison. Madame la présidente de la Confédération, chers collègues, c'est une trahison qu'ont commis les directions des 5 banques, parmi lesquelles des fleurons de notre place financière, parmi lesquelles des banques cantonales censées être au-dessus de tout soupçon. Ce combat entre les États-Unis et la Suisse préfigure le chambardement mondial qui s'annonce dans la lutte contre l'évasion fiscale. Avocats, députés, banquiers et employés se déchirent sur l'issue de cette guerre que nous allons raconter. À la frontière entre la Suisse et l'Union européenne, les contrôles sont rares. Alors qu'un simple clic sur Internet suffit aujourd'hui pour transférer des sommes d'argent considérables d'un pays à l'autre, il arrive parfois aux douaniers de saisir des valises pleines de billets. La Suisse est encore aujourd'hui le coffre-fort discret de l'Europe et du monde. Un minuscule pays, 7 millions d'habitants, 42 000 km², 70% seulement est habitable. Et ce pays-là est le deuxième pays, revenu par tête d'habitant, le plus riche de la Terre, tout de suite après le Koweït. Quel est le secret? Eh bien, la matière première de cette puissance mondiale impressionnante, c'est la capacité de rafler les capitaux en fuite, les capitaux de la fraude fiscale, les capitaux des crimes organisés, du monde entier, de les laver en Suisse, de les transformer en francs suisses. Le succès mondial de la Suisse dans cette activité illégale repose sur le mythique secret bancaire. Depuis 1934, il y a une loi bancaire en Suisse dont l'article 47 est extrêmement directif. Dès que vous êtes en Suisse et que vous donnez une information sur des clients, quels qu'ils soient, suisses ou étrangers, au gouvernement suisse ou au gouvernement étranger, vous êtes passible d'une peine de prison. Le secret bancaire en Suisse existe depuis très très longtemps, donc on connaît depuis très très longtemps, plusieurs siècles, la capacité des banquiers suisses à gérer l'argent qui veut se dissimuler. Le secret bancaire, c'est l'anonymat absolu garanti pour qui dépose de l'argent dans une banque suisse. Tout le monde en a profité. Hitler pour blanchir l'argent volé aux Juifs. Les riches épargnants européens pour se protéger des convulsions politiques dans leur pays. Les services secrets pendant la guerre froide. Les criminels, les dictateurs qui pillent leur territoire. Sans oublier les commissions des grands contrats d'armement et de pétrole et le financement occulte des partis politiques. Mais aujourd'hui,
Ce secret bancaire est devenu l'adversaire principal de ceux qui luttent contre l'évasion fiscale. Une évasion qu'au Parlement de Berne, on tente encore de justifier. Le secret bancaire a toujours existé pour, d'une part, protéger les gens de l'appétit trop glouton de leurs États et également pour protéger leur sphère privée. Si des gens estiment devoir fuir un système fiscal, la première chose qu'on pourrait attendre de ce système fiscal, c'est de se poser la question pourquoi autant de gens actuellement veulent fuir la France vers la Suisse? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de pernicieux dans le système français? Non, c'est toujours plus facile de venir critiquer les Suisses, qui finalement ouvrent, ma foi, leur compte à des gens qui sont d'une certaine manière menacés par une fiscalité vorace et voire destructrice. Protéger les contribuables contre une fiscalité vorace, peut-être, mais aussi gagner beaucoup d'argent. Avocats d'affaires, conseillers fiscaux, banquiers. Ils sont des milliers ceux qui font tourner cette industrie secrète de l'évasion fiscale. Maître Lombardini, avocat d'affaires qui travaille pour les banques, n'en fait pas mystère. La question, c'est que la gestion de la fortune pour de la clientèle déclarée vous fait gagner moins d'argent que de la gestion de fortune pour de la clientèle non déclarée. Pour un motif très simple, c'est que le client non déclaré, il vous téléphone pas, il réclame peu, parce qu'il a peur, et donc vous le voyez 2 fois par an. Le client déclaré, il peut vous téléphoner 3 fois par jour. Le client non déclaré ne va pas vous contester vos honoraires ou votre rémunération. Il perd 4%, il ne va pas vous faire un procès. Le client déclaré perd 4%, même 2, il peut vous faire un procès s'il est quérulent. Je ne dis pas que c'est intelligent, mais c'est comme ça. Ce petit pays qui vit de l'argent caché des autres compte 327 établissements bancaires, y compris les filiales des banques étrangères, françaises en particulier. Le secteur compte 123 000 emplois à plein temps en Suisse et des dizaines de milliers à l'étranger. Les 2 plus gros établissements suisses sont le Crédit Suisse et UBS. UBS qui va entraîner la Suisse dans sa chute. C'est aux États-Unis, en 2007, qu'un véritable scandale va ouvrir une brèche. Une brèche qui, depuis, n'a cessé de s'élargir. Un ancien banquier fait la une ce soir. Il a aidé ses clients fortunés à cacher leur argent dans des comptes en Suisse. L'ancien banquier d'UBS, Bradley Birkenfeld, a déclaré que lui et ses collègues ont encouragé de riches Américains à cacher plus de 20 milliards de dollars depuis 2007 sur des comptes offshore en Suisse. Bradley Birkenfeld, c'est un banquier américain qui travaille pour la banque UBS à Genève. Son rôle est extrêmement simple, il consiste à démarcher les riches clients américains qui pourraient vouloir dissimuler de l'argent, des revenus, placer de l'argent en Suisse et dans le reste du monde. Il fait ça très bien, il passe son temps à voyager entre la Suisse et les États-Unis. C'est tout à fait illégal. On n'a pas le droit, lorsqu'on est un banquier travaillant pour une banque suisse, de venir aux États-Unis pour démarcher des clients américains. Les ruses sont connues, on organise des festivals de musique classique, des courses de bateaux, tout ce qui peut rassembler des populations assez aisées. Et là, au cours de la conversation, du dîner, du déjeuner, on vient proposer les services d'UBS pour dissimuler de l'argent. Pendant 5 ans, Bradley Birkenfeld rend de bons et loyaux services en évasion fiscale pour la banque UBS. Son client vedette est le milliardaire russe Igor Olenikov. C'est un souvenir des temps heureux. C'est un cadeau que m'a fait l'UBS. Le nom de mon yacht Rusalka est d'ailleurs gravé dessus. Birkenfeld m'a appelé et il m'a dit que c'était le moment de transférer mon argent. Et il m'a proposé de le transférer à UBS, à Genève. Mon premier dépôt n'était qu'un dépôt partiel. J'ai déposé 60 millions de dollars sur un compte.
Très vite, on arrive à la somme de 200 millions de dollars non déclarés au fisc américain. Pourquoi la plus grande banque suisse de gestion de fortune privée, avec ses 30 000 employés sur le sol américain, a-t-elle pris de tels risques aux États-Unis? En 1999, celui qui, 2 ans plus tard, en sera le président mondial, arrive à la tête d'UBS en Suisse. Il s'appelle Marcel Ospel. Ses ambitions sont démesurées. Nicolas Forissier est un ancien employé d'UBS France. Il en avait dénoncé le système d'évasion fiscale et se souvient parfaitement de cette époque. Monsieur Ospel, du ton de sa gouvernance, voulait absolument qu'on soit les meilleurs en tout et partout. Donc c'était clair, net, précis, notamment aux États-Unis. Il l'a lui-même déclaré dans la presse, nous serons aussi forts et aussi puissants que Goldman Sachs aux États-Unis. Il sera la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. En mai 2000, UBS entre triomphalement à la bourse de New York. La banque installe la plus grande salle de marché au monde, avec 1400 traders. Dans cette offensive, l'évasion fiscale tous azimuts est une pièce maîtresse. C'est à partir de 2005, sur ordre de Zurich et de la Suisse, qu'il faut ouvrir les vannes. Et ce qui a été testé de 2002 à 2005 en France va être balancé à grande échelle sur tous les pays qui peuvent permettre l'exploitation de ce système, dont les USA. À Genève, dans l'immeuble UBS, chaque pays a son desk, un département avec des employés chargés du démarchage illégal. Bradley Birkenfeld, affecté au desk USA, est parmi les plus brillants. Mais son client vedette, Igor Olenikov, est dans le collimateur du FBI, qui l'a mis sur écoute et déclenche le 24 mai 2005 une perquisition. Il savait parfaitement ce qu'il cherchait. Mes documents sur les comptes offshore, les comptes UBS, UBS était très inquiète, car j'étais devenu une cible. Mes dossiers avaient été fouillés. Le gouvernement américain m'avait dans le collimateur. Après la perquisition chez Olenikov, les choses commencent à se gâter sérieusement pour Bradley Birkenfeld. Sentant que le fisc américain va lui mettre la main dessus, en 2007, Birkenfeld décide de jouer le tout pour le tout et de se présenter au fisc, au département américain, au département de la justice américain et au Sénat américain en disant « Si vous le souhaitez, je peux vous donner des informations, mais je souhaite bénéficier en retour du privilège du lanceur d'alerte. Celui qui, parce qu'il donne des informations, sera protégé et privilégié. » Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce des pratiques illicites au sein de sa propre entreprise. Mais le département de justice et le fisc américain lui ont signifié qu'il disposait de suffisamment d'informations l'impliquant dans des pratiques illicites et illégales pour pouvoir le poursuivre, et donc qu'il ne pourrait pas bénéficier de ce statut privilégié. Bradley Birkenfeld est arrêté en mai 2008. Et là commence tout le grand déballage de Birkenfeld qui explique comment il vient chercher des clients aux États-Unis, comment pour faire plaisir à un client il va cacher 2 diamants dans son tube de dentifrice pour passer la frontière et le dissimuler. Toutes les techniques possibles et inimaginables pour que la banque suisse mette la main sur l'argent de riches Américains. Ça représente 19 000 clients et près de 20 milliards de francs suisses, soit 19 milliards de dollars. Et surtout ces propriétaires de comptes dont vous vous occupiez, combien cherchaient à frauder le fisc? De mes propres clients, je dirais 90%. Ces gens vous ont-ils affirmé que c'était leur intention en ouvrant un compte? C'était une règle tacite. Les gens ne seraient pas allés en Suisse ouvrir un compte s'ils avaient eu l'intention de le déclarer. En 2008, la justice américaine a de quoi le poursuivre et donc elle entame une procédure judiciaire et en même temps,
elle attaque directement ce grand acteur privé de la finance internationale qui est UBS. La banque suisse qui comparaît devant nous est délibérément entrée sur le territoire des États-Unis, a activement recherché des clients américains et a secrètement aidé ces derniers à frauder le fisc américain. UBS a reconnu devant le tribunal avoir commis un acte illicite et admis durant le procès qu'elle avait, je cite, participé à un système visant à frauder les États-Unis et son agence, l'IRS. UBS a employé toute une variété de stratégies pour dissimuler ses activités transfrontalières. Elle a demandé à ses banquiers qui voyageaient aux États-Unis de déclarer de manière fallacieuse aux douaniers américains qu'ils voyageaient pour leur plaisir. Elle leur a recommandé de changer régulièrement d'hôtel pour éviter d'être repérés. UBS utilisait des techniques de contre-espionnage telles que des fiches cryptées pour éviter que ses efforts de marketing ainsi que les identités et les avoirs à l'étranger de ses clients américains ne soient détectés. Mais pourquoi les États-Unis se lancent-ils dans une offensive aussi violente contre la banque UBS? Pour comprendre, il faut se souvenir qu'en 2007, l'affaire des subprimes a déjà commencé à faire des ravages. Les grandes banques ont déclenché une crise économique historique qui a durement frappé les populations. Les caisses des États sont vides. Les déficits budgétaires étatiques ont explosé. Il faut trouver de l'argent. Jusqu'au début des années 2000, on pensait qu'après tout, qui utilisait ces grandes banques suisses? Oh, c'était quelques personnes fortunées et que c'était pas grand-chose. Or, lorsqu'on arrive en 2007-2008, les études universitaires qui sortent commencent tout à montrer en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, que l'argent de la fraude et de l'évasion fiscale est énorme, énorme. En France, on pense que c'est l'équivalent de 20% des recettes publiques. C'est pratiquement l'équivalent du déficit budgétaire. Entre la crise et le fait que si on met des moyens humains et techniques, on peut récupérer beaucoup d'argent, eh bien, ça incite bien évidemment le fisc américain et les fiscs européens à aller très loin dans la bataille. À une époque où des millions d'Américains perdent leur emploi, leur maison et leur assurance maladie, il est profondément préoccupant que des milliers d'Américains parmi les plus riches aient activement essayé d'échapper à leur obligation civique et légale de payer l'impôt. Le département de la justice est engagé à tout faire pour aider les autorités fiscales à identifier ceux qui se dissimulent derrière des comptes secrets et à les poursuivre selon la législation fiscale fédérale. Les folies d'UBS tombent à point. Il est temps de punir cette banque qui a osé venir braconner sur le territoire américain. Les conclusions de l'enquête sont accablantes. UBS est obligé de s'incliner. Je veux que ce soit parfaitement clair. UBS regrette sincèrement toutes les fautes qu'elle a pu commettre. Nous en prendrons la responsabilité. Nous ne chercherons pas à les minimiser. De la part d'UBS, je vous présente mes excuses. Je vous assure que nous prendrons les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais. UBS est condamné à 780 millions de dollars d'amende. Une amende tout à fait ridicule par rapport aux sommes en jeu et qui ne pose absolument aucun problème à la banque UBS. Le principal souci du fisc américain, c'est de récupérer des noms. Et donc la demande du fisc américain, ce sera la suivante. Donnez-moi ces noms. Si vous refusez d'échanger les informations comme le demande le fisc américain, la contrepartie, elle est claire. On vous retire votre licence. Vous n'avez plus le droit d'opérer sur le marché américain. Pour ces grandes banques suisses, c'est impossible. Ce chantage est imparable. Pour une grande banque, il est impossible de perdre pied sur le principal marché mondial en dollars. Mais donner les noms des clients fraudeurs, c'est remettre en cause ce qui a fait la fortune de la Suisse, le secret bancaire. Panique en Suisse. À Berne, réunion de crise. Madame la conseillère fédérale, de quoi discutez-vous ce soir? Pas de rien.
Le Conseil fédéral, le gouvernement suisse, se réunit en urgence le 19 février 2009 à l'abri des caméras. Le lendemain, le gouvernement va annoncer une décision historique. La décision adoptée hier prévoit que la FINMA livrera au département de la justice des États-Unis les données des clients d'UBS pour lesquels il existe, selon la banque, un soupçon de fraude fiscale au sens du droit suisse. Ce sont 285 noms de clients américains qu'UBS est autorisé à livrer aux autorités américaines. Non seulement pour la première fois, le secret bancaire est de fait violé, mais, circonstance aggravante, il l'est par le gouvernement suisse lui-même. Le secret bancaire est une des plus vieilles lois de la Confédération suisse. Pourtant, dans ce bras de fer avec les États-Unis, le Parlement suisse, qui n'a même pas été consulté, fait profil bas. Jean-Christophe Schwab, député socialiste, justifie le silence de ses collègues. UBS risquait une mise sous tutelle judiciaire aux États-Unis, voire même de se faire dépecer sur ordre de la justice américaine. Et puis, comme UBS est un établissement à risque systémique pour notre pays, c'est-à-dire que sa masse sous gestion est supérieure au PIB du pays, une fermeture, une faillite d'UBS pour cette raison, qui était probable, aurait entraîné d'énormes catastrophes. La Confédération a dû intervenir en urgence, elle a dû même faire recours au droit d'urgence, c'est-à-dire hors de toute base légale, parce que le gouvernement considérait que l'intérêt supérieur du pays était en jeu. Et au fond, le droit d'urgence a permis de livrer des noms de clients à des autorités fiscales, ce que théoriquement le secret bancaire ne permet pas. Le chantage américain fonctionne. À droite, même consensus. Le gouvernement suisse a fait comme il a pu dans les circonstances du moment. Il a été soumis à une pression extraordinaire d'un certain nombre d'États bien plus puissants que lui. Et donc nous avons dû effectivement nous adapter. Mais les Américains veulent beaucoup plus que ces 285 noms. Pour eux, ce n'est que le début d'une partie de bras de fer qu'ils vont mener de main de maître. Par l'intermédiaire d'une plainte déposée devant un tribunal de Floride, ils exigent qu'UBS livre l'identité de 52 000 clients américains soupçonnés de fraude fiscale. 52 000. Une véritable déclaration de guerre. C'est au plus haut niveau des États que désormais il faut se parler. Micheline Calmiret, la chef de la diplomatie suisse, rencontre à Washington la secrétaire d'État Hillary Clinton. Un arrangement a été trouvé et soumis à la Cour de Floride. Il s'agit d'un accord entre le gouvernement suisse et notre gouvernement sur le différend en cours concernant UBS. Je suis très heureuse d'entamer les discussions avec elle. Les négociations sont difficiles. Elles durent des mois. Et le 21 août 2009, le gouvernement suisse annonce qu'il accepte de donner aux autorités américaines 4500 noms de clients fraudeurs. Mesdames et messieurs, ces derniers mois, la Confédération s'est engagée comme elle ne l'a jamais fait en faveur d'une entreprise.
Elle a dû assumer des risques extrêmement élevés pour minimiser les dommages à la réputation que certains représentants d'UBS ont infligés à la place financière suisse et ainsi à tout le pays. Pour la deuxième fois, sous la pression des Américains, les autorités suisses brisent le sacro-saint principe du secret bancaire. Et cela, toujours pour sauver UBS, la plus grande banque du pays. Le gouvernement suisse a une politique qui paraît relativement étrange pour beaucoup des observateurs. Un manque total, semble-t-il, d'anticipation. Une soumission beaucoup trop grande aux grands groupes financiers. Lorsque les grands groupes demandent quelque chose au gouvernement, le gouvernement le donne. Ça veut dire que ce sont les banques qui gouvernent, parce que UBS, par exemple, a 60% du marché hypothécaire. Donc le gouvernement, dans une certaine mesure, on peut le comprendre, dit ces établissements-là sont trop gros pour tomber, et donc quel que soit le dépouillement de tout notre arsenal juridique que cela impose, il faut les sauver. Au Parlement de Berne, toujours pas de réaction. Ce silence complice a une explication. Le problème chez nous, c'est qu'on est un parlement de milice. On est censé travailler à côté de notre activité parlementaire, et il y a pas mal de gens qui travaillent pour les lobbies, qui sont dans des conseils d'administration. Il y a des députés qui font vraiment partie des lobbies et qui sont payés pour. L'industrie pharmaceutique, le lobby des caisses maladie est très fort. Il y a aussi un lobby des banques. Il y a des députés qui sont dans des conseils d'administration des banques. On a par exemple appris que dans certains partis, ils recevaient les dons selon comment les députés votaient. Et on cochait carrément les votes, et puis s'il n'y avait pas assez de oui à une affaire qui les concernait, on limitait l'argent. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de député professionnel, il n'y a pas d'incompatibilité. Et si vous êtes dans un parti de droite ou de centre, qui malheureusement sont largement majoritaires, vous êtes immédiatement, dès votre élection, coopté dans les conseils d'administration de l'UBS, du Crédit Suisse, de Novartis, des grands trusts multinationaux qui appartiennent en général également aux banques. Et les banques, par exemple, l'oligarchie bancaire a une majorité automatique au Parlement, dans les deux chambres. Automatique. Coincés dans leur conflit d'intérêts, les députés suisses laissent le champ libre aux manœuvres américaines. Aux États-Unis, l'obtention de ces 4500 noms de fraudeurs américains n'est que le début d'une offensive de longue haleine. Et là, le fisc américain est très très rusé, parce qu'il ouvre une période de dénonciation volontaire. Le message est le suivant: vous, Américains, vous avez caché de l'argent en Suisse ou ailleurs. Si, grâce au nom d'UBS, je tombe sur vous, vous allez payer les impôts de retard, vous allez payer des pénalités, je vais vous poursuivre en justice, vous pourrez même faire de la prison. Si vous venez vous dénoncer, vous paierez juste vos impôts de retard, vos pénalités, vos amendes, je ne vous poursuis pas en justice. Et là, le fisc américain récupère 15 000 noms. Il en attendait 4 000 d'UBS. 15 000 noms arrivent d'Américains qui se dénoncent de manière volontaire. Aux 15 000 Américains qui se sont dénoncés volontairement, on fait payer leurs impôts avec pénalité de retard. Le milliardaire Igor Olenikov, lui, est condamné à 52 millions de dollars d'amende. Quant à Bradley Birkenfeld, également condamné, la presse recueille ses confidences juste avant son entrée en prison, le 8 janvier 2010. C'est le plus grand cas de fraude fiscale au monde. Et j'y ai sacrifié ma réputation, ma vie, mes finances. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Condamné à 40 mois de prison, il en fera 32. Mais à sa sortie, coup de théâtre. We are very pleased to announce
Nous sommes très heureux d'annoncer que Brad Birkenfeld, le plus important lanceur d'alerte dans l'histoire du pays, vient de recevoir une récompense de 104 millions de dollars de la part du fisc américain. 104 millions de dollars. C'est ce que le fisc américain a décidé de donner à Bradley Birkenfeld. Dans le cadre de son offensive anti-évasion fiscale, il s'agit pour l'administration américaine d'encourager les dénonciateurs. Cette récompense est la contrepartie des renseignements qu'a fourni Brad. Ils ont permis des remboursements d'impôts et des amendes de plus de 5 milliards de dollars de la part des grosses banques et de riches particuliers. Les informations de Brad ont également entraîné des actions sans précédent contre la banque suisse UBS et contre de nombreux autres fraudeurs. Et en prime, Bradley Birkenfeld hérite du titre prestigieux de lanceur d'alerte. Ces lanceurs d'alerte, qui révèlent les secrets des entreprises ou des gouvernements, sont devenus pour l'opinion publique les héros d'une époque qui réclame de plus en plus de transparence. Hervé Falciani a livré 8000 noms de comptes non déclarés au sein de sa propre banque, HSBC. Bradley Manning a dévoilé sur Wikileaks des documents militaires américains classés secret défense. Edward Snowden a révélé les programmes de surveillance des services secrets américains. Bradley Birkenfeld, condamné puis encensé. On aurait pu en rester là. Mais les autres banques suisses implantées aux États-Unis vont alors prendre un énorme risque, quelques mois à peine après la mise en accusation d'UBS. 11 d'entre elles, obnubilées par l'appât du gain et un très fort sentiment d'impunité, décident de récupérer les clients fraudeurs partis précipitamment de chez UBS. Pour les autorités américaines, la provocation est insupportable. Le député Jean-Christophe Schwab, consterné, ne peut que le constater. Alors malheureusement, vous avez des établissements qui ont repris la clientèle américaine d'UBS. Et maintenant, ces établissements sont à leur tour en difficulté. Nous avons 11 banques suisses ou établies en Suisse, ou des filiales suisses de banques étrangères qui sont dans le viseur des autorités fiscales américaines parce qu'elles ont repris une clientèle qui était probablement en difficulté, en délicatesse avec le fisc. Et au fond, ça a été une grave erreur parce que ces établissements ne pouvaient que savoir que cette clientèle qu'UBS a abandonnée était d'une part douteuse et d'autre part allait leur causer des ennuis similaires. Les Américains décide alors de faire un exemple en s'attaquant à la plus petite d'entre elles, la banque Wegelin, une des plus vieilles institutions suisses créée en 1741. Frappée d'une amende de 74 millions de dollars, la banque au passé prestigieux est obligée de se saborder. Le symbole est terrible, le traumatisme énorme. Là, on a vraiment assisté au désossage d'un établissement par les autorités fiscales. La banque était tellement mêlée dans les affaires d'évasion fiscale qu'elle a été purement et simplement liquidée. De théorie que le danger d'un désossage par les autorités américaines est devenu tout à fait réel et ce qui a eu beaucoup d'influence sur la suite. Wegelin est inculpé, 10 autres banques sont dans le viseur des Américains selon les informations livrées par le Temps ou l'ATS, Crédit Suisse, Julius Baer, les banques cantonales de Zurich ou de Bâle, la filiale suisse de HSBC, mais aussi notamment la banque Lemi. On va retrouver en direct François Jeannet, la banque suisse affronte un adversaire très agressif. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Américains montrent les dents, ils veulent les noms des fraudeurs et ils sont prêts à attaquer les banques pour atteindre ces objectifs comme ils viennent de le faire et c'est une première en attaquant Wegelin. D'ailleurs, le communiqué du département de justice souligne que personne n'est à l'abri du fisc américain, où qu'il soit. Personne n'est à l'abri du fisc américain. Pour connaître le nom des fraudeurs, les autorités américaines veulent désormais tout savoir des relations entre les banques, de part et d'autre de l'Atlantique. Elles exigent la remise de tous les documents échangés entre les maisons mères suisses et leurs succursales américaines.
pour savoir quel est le montant de l'amende que vous allez finir par payer, gouvernement américain, dois savoir exactement tout ce qui s'est passé. Donc je veux avoir toutes les informations, tout ce qui a été échangé, même le plus simple des petits mémos, mais aussi tous les téléphones et numéros de téléphone faits depuis l'an 2000 aux États-Unis, de manière à ce que je puisse me faire une idée, moi, juge américain, de la culpabilité et donc de la peine que vous aurez à subir. Pour la présidente de la Confédération suisse, le souvenir de la liquidation de la banque Wegelin plane comme une menace. Une nouvelle fois, elle cède au diktat américain. On doit essayer de calmer la situation. Et l'alternative à cette autorisation, c'était peut-être une situation comme on a eu avec la banque Wegelin. A-t-elle agi par mépris ou par inconscience? En tout cas, en autorisant les banques à donner tous leurs documents internes au fisc américain, elle livre du même coup le nom des employés suisses mentionnés dans ces documents. Tous ces documents mis ensemble donnent plusieurs centaines, plusieurs milliers de noms aux autorités fiscales américaines, des noms d'employés qui sont totalement innocents, qui n'avaient rien à voir ni de près ni de loin avec la clientèle américaine, mais qui sont mis dans le même sac et dont les noms ont été transmis et qui ne savent vraiment pas ce qui va leur arriver demain. Et vous mettez ainsi 10 000 personnes, puisque c'est 10 000 personnes qui sont potentiellement concernées, tous ces employés, ex-employés, gestionnaires externes, avocats externes également, en pâture potentielle à une juridiction pénale étrangère qui est loin d'avoir le sens de l'humour et qui peut vraiment vous ennuyer, tout ça pour sauver la banque. Douglas Hornung, avocat, s'est spécialisé dans la défense des employés dont les noms ont été ainsi donnés aux Américains. Ce qu'on comprend mal et qu'on ne peut pas accepter, à mon sens, c'est que le gouvernement suisse marche dans cette combine. Et ça paraît totalement inacceptable. Le premier devoir d'un gouvernement, qu'il soit suisse, français ou autre, c'est quand même de protéger ses concitoyens. C'est pas de les donner en pâture à une juridiction pénale étrangère, alors que ces gens-là n'ont jamais fait que leur travail et qu'en Suisse, on ne peut rien leur reprocher. Et donc ces gens-là pouvaient au moins s'attendre que leur propre gouvernement ne les trahisse pas. Depuis le début de ce bras de fer avec les États-Unis, le Parlement de Berne n'avait pas brillé par son courage, préférant laisser le gouvernement négocier en secret avec les Américains. Une trahison. La Suisse brade ses valeurs. Les banques doivent assumer leurs responsabilités. Que sera la place financière suisse dans 10 ans? La mise en cause directe de simples employés de banque finit par réveiller quelques consciences, comme un pressentiment que cette fois-ci, c'est tout le pays qui est en danger. Une trahison. C'est une trahison qu'ont commis les directions des 5 banques, parmi lesquelles des fleurons de notre place financière, parmi lesquelles des banques cantonales censées être au-dessus de tout soupçon. C'est une trahison de leurs propres employés, d'employés compétents et surtout loyaux, d'une loyauté nettement supérieure à la moyenne, d'une loyauté non pas uniquement envers leur employeur, mais envers toute une branche. C'est aussi la trahison d'un pays tout entier, d'un pays qui croyait que ses banques avaient tiré les leçons des récentes débâcles, d'un pays qui croyait que la confiance accordée à la place financière était méritée et que cette dernière allait désormais tout faire pour la mériter. Et voilà que malgré le tollé, malgré le scandale, malgré l'illégalité évidente, les directions des banques mises en cause souhaitent livrer de nouvelles données. Le sacrifice continue, les employés continuent à être passés par pertes et profits. On livre les noms d'innocents, probablement pour éviter d'avoir à livrer les noms de quelques tricheurs. En communiquant 4500 noms de clients, puis des milliers de données et enfin des milliers de noms d'employés, l'État, respectivement la FINMA, se sont substitués aux vrais responsables. Que dire de la décision prise d'autoriser ces honorables banquiers qui vendraient père et mère pour sauver leur tête à livrer aux États-Unis sans condition l'identité de leurs employés? Cette angoisse, qui commence à saisir le Parlement, est d'autant plus forte que les Américains durcissent encore leur contrôle sur les banques suisses.
le Sénat américain vote une nouvelle loi, qu'on appelle la loi FATCA, qui impose quoi? Qui dit que toute institution financière, une banque, un fonds spéculatif, une compagnie d'assurance, tout ce qui touche à la finance, qui ouvre un compte à un Américain à l'étranger, doit le déclarer de manière automatique au fisc américain. Déclarer le nom de la personne, déclarer ce qui rentre, ce qui sort et le solde à la fin de l'année. Un échange automatique d'informations entre les acteurs financiers privés et le fisc américain. Le fisc américain n'a plus rien à faire, il attend l'information, il met juste quelques personnes pour gérer les informations et tomber sur les récalcitrants, sur les fraudeurs. C'est un coup de poignard extrêmement fort au niveau mondial sur le secret bancaire. La loi FATCA ne prendra effet officiellement qu'en 2014. Mais déjà les banques en anticipent les conséquences. Cette fois, même s'il n'a pas été légalement abrogé, le secret bancaire suisse est bien mort. Il faut regarder la réalité en face. La Suisse va souffrir. La place financière va devoir se redimensionner. Ça va faire mal. Au niveau de l'emploi, ça va faire mal et ça commence déjà à faire mal. Il y aura des licenciements. Il y en a d'ailleurs déjà. L'économie suisse va très certainement en pâtir et les gens ne s'en rendent pas encore compte parce que c'est pas encore tout à fait sensible maintenant. Quand même, l'année passée, 30% d'augmentation de chômage à Genève seulement pour le secteur bancaire et financier parce que beaucoup de banques se débarrassent ou licencient du personnel. Donc vraisemblablement, plus la pression augmente, et notamment européenne ou autre, plus il y aura des licenciements, et donc plus il y aura des difficultés de type social ou autre, avec du chômage qui augmentera de manière sensible. Le secteur bancaire suisse est passé de 12% à 7% du PIB, avec bien sûr des répercussions sur toutes les activités qui en découlent, l'immobilier, l'hôtellerie et le commerce de luxe. UBS, comme les autres banques, taille dans ses effectifs. Sur ses 80 000 employés, elle en supprime 10 000, dont 2 500 en Suisse. Une partie de ses services administratifs est délocalisée en Pologne. Malheureusement, ça c'est la chose la plus difficile pour moi de faire maintenant, mais c'est la chose juste pour la banque de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a la visibilité sur tous les changements qui sont en train de passer sur la place financière suisse. Pour régler définitivement le contentieux avec les autorités américaines, les 11 banques qui avaient tenté de récupérer la clientèle UBS aux États-Unis vont être condamnées à des milliards de dollars d'amende. Ce qui d'ailleurs va se répercuter sur l'ensemble du pays. Moins de rentrées fiscales, puisque les grandes amendes, ou petites ou grandes, seront déductibles fiscalement. Ça veut dire donc que les grandes banques ne payeront plus d'impôts. L'UBS actuellement ne paye déjà plus d'impôts depuis 2008 ou 2009, parce qu'elle a dû payer ces énormes amendes. Donc moins de rentrées fiscales et donc problème budgétaire pour la Suisse à très court terme. Problème budgétaire à court terme, certes. Mais c'est désormais le long terme qui inquiète les plus lucides. Alors c'est vrai que maintenant on est dans une situation de guerre économique, mais je crains que malheureusement nous l'ayons en partie cherché. De faire pendant des décennies l'apologie de l'évasion fiscale sous prétexte de secret bancaire, ça ne pouvait que nous attirer des ennuis. Et au fond, c'est légitime que d'autres États, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la France ou encore d'autres États qui ont des difficultés de finances publiques, eh bien qu'ils fassent une guerre impitoyable aux personnes qui fraudent le fisc. Eh bien, quand on a protégé ces gens pendant des années et des années, eh bien, malheureusement, on est dans une situation très inconfortable. Oui, l'opinion est en train de changer. Il y a quelques années, vous m'auriez posé cette question il y a 10 ans, je vous aurais dit non, le secret bancaire est une vache sacrée, on n'y touche pas. Au même titre que le cervin, les montres et le chocolat, c'est une de nos fiertés nationales. Mais la population commence à se rendre compte qu'au fond, ce qu'on considérait comme étant un atout intangible de notre place financière se transforme petit à petit en boulet. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant passer du côté des gens honnêtes. Passer du côté des gens honnêtes. Concernant l'action des Américains, il n'est pas sûr que le mot soit vraiment adapté. En effet, en cassant le secret bancaire suisse, ils voulaient surtout éviter que l'argent de leurs contribuables
n'aille enrichir d'autres pays. Mais sur les fortunes que des non-américains pourraient déposer chez eux, ils sont beaucoup moins regardants. Le minuscule État du Delaware, à quelques dizaines de kilomètres de New York, n'a en effet rien à envier à la Suisse en matière d'évasion fiscale. Tout l'argent non déclaré de l'Amérique latine est aux États-Unis. Et les États-Unis sont le plus beau paradis fiscal au monde si vous n'êtes pas américain. Et donc, il faut une fois pour toutes le dire ou le répéter, de recevoir des leçons de morale de ce grand pays qui va vous mettre le doigt là où ça fait mal et puis vous mettre à l'index du monde entier, alors que lui-même fait exactement la même chose depuis des années et des années, notamment avec de l'argent russe, avec de l'argent de l'Amérique latine, avec beaucoup d'autres pays. Donc il y a là une grande hypocrisie entre le discours moral de dire on ne peut pas, il y a des fraudeurs, etc., alors qu'on en a plein à la maison, n'est-ce pas? Et puis de vouloir ainsi vous faire des leçons alors qu'on a exactement les mêmes genres de pratiques. En Europe, sévèrement étranglés par les dettes publiques, de nombreux pays aimeraient bien récupérer l'argent caché de leurs propres ressortissants, comme l'ont fait les Américains. Les Suisses se sont montrés historiquement dans les 2 dernières années faibles et assez vite capitulaires dès que des pressions sont faites et notamment des pressions américaines. Et forcément l'image que la Suisse donne maintenant à l'extérieur et forcément face aux États-Unis mais aussi face à l'Europe ou à d'autres, c'est qu'il suffit d'être fort et ferme pour pouvoir obtenir tout ce que l'autre pays veut avoir. Et malheureusement, on rentre dans ce cycle où probablement d'autres pays que les États-Unis vont très largement s'inspirer de cette façon de faire des Américains. Donc vous allez vraisemblablement, et malheureusement pour les Suisses, probablement arriver au même résultat par une pression européenne qui va suivre exactement les traces de la pression américaine. S'inspirant de la loi américaine FATCA, les puissances du G8 parlent d'instaurer un dispositif d'échange automatique d'informations. Plus aucun contribuable, et pas seulement les Américains, ne pourrait ouvrir un compte à l'étranger sans que son pays d'origine n'en soit automatiquement avisé. Mais personne n'est totalement sincère dans cette partie de poker menteur. Pratiquement tous les pays possèdent leurs paradis fiscaux, et chacun observe son voisin et calcule ce qu'il aurait à gagner ou à perdre à la mise en place d'un système totalement transparent. Et UBS, à l'origine de cette débâcle suisse, a-t-elle été brisée par la violence des coups portés par l'administration américaine? Pas vraiment. Elle est redevenue aujourd'hui la première banque de gestion de fortune privée au monde. Je suis très satisfait parce que nous avons atteint 2,2 milliards de résultats opérationnels. C'est un très bon résultat, car tous les domaines d'activité ont bien travaillé, mais aussi parce que nous avons atteint tous nos objectifs stratégiques. Le terrain de chasse d'UBS a changé. Les nouvelles fortunes se bâtissent en Asie. Singapour et Hong Kong sont désormais les têtes de pont d'une banque qui a abandonné son pays d'origine pour voguer vers des contrées plus discrètes.
Cette riposte américaine à l'évasion fiscale a déclenché une offensive des pays européens. Le secret bancaire est écorné, les paradis fiscaux dans le viseur et pour autant, l'évasion fiscale reste une industrie. On en parle tout de suite avec nos invités.